Coucou, j'espère que ça va, que la TTR se passe bien. Aujourd'hui, on va faire le système nerveux périphérique. Donc, c'est un cours qui est plus court que le précédent et c'est l'avant-dernier cours sur le système nerveux, puisqu'après, il restera plus que le système nerveux végétatif, mais que je n'ai pas prévu de vous faire à la TTR. Alors, dans ce cours, on va voir le système nerveux périphérique spinal et le système nerveux périphérique crânien. Et puis, on verra comment il est organisé et à la fin, on fera les voies principales motrices et sensitives. Donc, le système nerveux périphérique, il est formé par les nerfs spinaux, donc on en a un ici, qui sont issus de la moelle spinale, et par les nerfs crâniens. Donc, on verra les nerfs crâniens juste après, dans les diapos suivantes. De chaque côté de la moelle, on a des nerfs spinaux qui sont issus et on en a 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 2 à 3 coccygènes. Donc chaque nerf spinal, il va présenter un rameau postérieur et un rameau antérieur. Donc le rameau postérieur, il va innerver les muscles érecteurs de la colonne vertébrale et les téguments qui recouvrent la partie dorsale du tronc. Et le rameau antérieur, lui, il va innerver l'hypomère et les téguments. Donc on fait bien attention parce que ce schéma, il est présent dans la fiche complète du système nerveux central. Et donc en fait, ici, tout ce qui est névrax, l'axe nerveux, la moelle, ça fait partie du système nerveux central, alors qu'ici, à partir des racines, les nerfs spinaux, les rameaux, ça fait partie du système nerveux périphérique. On se souvient, le système nerveux périphérique, lui, il va transmettre l'information. Et donc ça commence à partir de ces racines, nerfs et rameaux. Donc on va maintenant voir l'innervation. Donc on va commencer par un peu de vocabulaire. Donc, les myélomères, c'est les étages de la moelle. Un métamère, ça va être formé par les muscles et la peau. Donc, en fait, chaque myélomère va innerver un métamère, donc va innerver les muscles, va innerver la peau. Alors, au niveau des myélomères qui innervent les membres, on va avoir des plexus. Donc, par exemple, ici, on a le plexus brachial. Donc, c'est une anastomose des rameaux antérieurs de C5, C6, C7, C8 et T1. Donc, on voit qu'en fait, l'anastomose, c'est les rameaux qui se relient entre eux, qui forment des connexions. Au niveau des myélomères qui vont innerver le tronc, ils vont être organisés en échelle horizontale, ça ne va pas être des plexus comme au niveau des membres. Donc maintenant, on va faire les nerfs crâniens. Donc ce tableau sera à apprendre. Vous inquiétez pas, il va y avoir des petits mémos comme vous voyez là qui vont vous aider. Le système nerveux périphérique crânien, il est constitué de 12 paires de nerfs crâniens de chaque côté qui sont présentés en chiffres romains. Donc là, on a les chiffres romains. Et l'organisation de ces nerfs crâniens, elle est un peu semblable par rapport à l'organisation des nerfs spinaux, mais elle est quand même plus complexe parce qu'en fait, on va avoir des nerfs crâniens somitiques qui vont innerver des éléments qui proviennent des somites. On va avoir des nerfs crâniens qui vont être d'origine branchiale, donc des nerfs crâniens branchiaux, qui vont innerver des éléments provenant des arcs branchiaux. Et après, on va avoir des nerfs crâniens qui sont ni l'un ni l'autre, notamment pour le nerf 1 et 2, qui l'olfactif et l'optique, qui vont venir du cerveau. Donc, faites attention, il n'y a pas de cinquième arc branchial chez l'homme, il ne se développe pas. Si jamais un jour dans un QCM, vous voyez tel nerf provient du cinquième arc branchial, c'est impossible, c'est faux direct, puisqu'il n'y a pas de cinquième arc branchial. Alors, les nerfs crâniens, ils peuvent être sensitifs, moteurs ou mixtes. Donc, mixtes, c'est lorsqu'ils sont les deux à la fois, moteurs et sensitifs. Donc, on va passer à la description de ce tableau. Alors, le nerf 1, c'est le nerf olfactif. Donc, le nerf olfactif, il est sensoriel et il provient du télencéphale. Donc, au-dessus du tronc cérébral, puisque vous vous souvenez, le télencéphale, c'est ce qui constitue le cerveau avec le diencéphale, et anatomiquement, il se situe au-dessus du tronc cérébral, et donc il est issu directement du cerveau.
tout comme le nerf 2, qui est le nerf optique, qui est également sensoriel et qui provient, lui, du diencéphale, donc toujours au-dessus du tronc cérébral. Donc ces deux nerfs, ils proviennent au-dessus du tronc cérébral, ils sont issus du cerveau, et vous vous souvenez bien que le cerveau, il est formé du télencéphale et du diencéphale. Ça, c'est dans le cours sur le système nerveux central. Ensuite, le nerf 3, c'est l'oculomoteur. Donc, comme son nom l'indique, il va être moteur. Il est d'origine somitique et il a une origine apparente, donc il apparaît au niveau du tronc cérébral, au niveau du sillon ponto-mésencéphalique. C'est le nerf moteur de l'œil, donc c'est comme l'indique son nom, en fait, oculo, ça fait penser à oculaire, donc à l'œil, et moteur, comme son nom l'indique, c'est moteur. Donc c'est le nerf moteur de l'œil. Ensuite, on a le nerf 4, qui est le nerf trochléaire. Il est également moteur, il est également somitique, et il apparaît en postérieur du mésencéphale. Donc pareil, vous vous souvenez, le mésencéphale, c'est au niveau du tronc cérébral. Et c'est également un nerf moteur de l'œil. Il permet le regard pathétique. Donc c'est un nerf moteur de l'œil, vous pouvez vous en rappeler parce que la trochlée, c'est dans l'œil. Donc trochléaire, c'est un nerf au niveau de l'œil. Voilà. Ensuite, le 5, c'est le trijumeau. C'est un nerf qui est mixte et qui provient du premier arc branchial. Donc lui, il apparaît au niveau antérieur du métencéphale, aussi appelé pont, et il va permettre la sensibilité de la face. Donc ce nerf trijumeau, ce nerf 5 trijumeau, au niveau du ganglion trigéminé, il va se diviser en 3 nerfs qui vont être terminaux. Donc on va avoir le nerf 5,1 ophtalmique, le nerf 5,2 maxillaire et le nerf 5,3 mandibulaire. Donc, on connaît bien ces nerfs terminaux et on fait attention. Le nerf 5,1 est ophtalmique, c'est pas la même chose que le nerf 2 qui est optique. D'accord? Et donc en fait, c'est assez logique parce qu'on va avoir ici les trois nerfs, donc lui qui va être ophtalmique, lui qui va être mandibulaire, maxillaire au niveau du muscle maxillaire, et ici mandibulaire au niveau de la mandibule. Ensuite, on a le nerf 6 qui est le nerf abducens, qui est moteur somitique et qui apparaît au niveau du sillon pontobulbaire antérieur. On a le nerf 7 qui est le nerf facial. Il est mixte et il provient du deuxième arc branchial au niveau du sillon pontobulbaire antérieur également. C'est un nerf qui est moteur des muscles possiers. Donc en fait, il va permettre la mimique au niveau de la face. Donc le nerf facial, c'est facile, c'est au niveau de la face. Vous verrez que les nerfs possiers, ils sont ici comme ça, au niveau de la face. Et donc ils permettent la mimique. Ça va notamment être relié avec l'anatomie Tateku, tout ce qui est organes d'essence. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous aider de connaître ces nerfs, donc apprenez-les bien. Ensuite, il y a le nerf 8, qui est le vestibulo-cochléaire. Donc ce nerf vestibulo-cochléaire, il est sensoriel, il est somitique, donc ici il faut que je le rajoute, et il provient du sillon pontobulbaire latéral. Donc ce nerf vestibulo-cochléaire, au niveau cochléaire, ça va permettre l'audition. La cochlée, c'est au niveau de l'oreille, vous le verrez dans l'organe d'essence. Et vestibulo, ça va permettre l'équilibre. Donc pareil, vous le verrez dans l'organe d'essence, mais pour le moment, vous pouvez vous souvenir que au niveau du cervelet, le vestibulo-cérébellum permettait l'équilibre. Donc là, c'est pareil, vestibulo, ça permet l'équilibre. Ensuite, on a le nerf 9, qui est glossopharyngien. Il est mixte et il provient du troisième arc branchial au niveau du sillon collatéral dorsal du bulbe. Le nerf 10, c'est le nerf vague, qui est mixte également, qui provient du quatrième arc branchial au niveau du sillon collatéral dorsal du bulbe. Donc tout ça, c'est bien sur le tronc cérébral. Et alors, ce nerf 5 vague, c'est le nerf le plus long de l'organisme.
Il part au niveau de la base du crâne et il descend jusqu'à 20 cm au-dessus de l'anus. Et c'est également le principal contingent parasympathique crânien. Donc ça, vous le reverrez dans le système nerveux végétatif, où on verra tout ce qui est parasympathique et orthosympathique. Ensuite, on a le nerf 11, qui est le nerf accessoire. Donc ce nerf 11 accessoire, en fait, il va être accessoire au nerf vague, au nerf 10. Donc il est moteur, il provient du 6e arc branchial et il apparaît au niveau du sillon collatéral dorsal du bulbe. Ce nerf accessoire, il a deux contingents. Il a un contingent bulbaire phonatoire et un contingent médulaire céphalogire. Donc le bulbaire phonatoire, il va être là pour la parole, comme on l'entend dans son nom, et il sort par le sillon collatéral dorsal. Et le médulaire céphalogire, il va permettre de faire tourner la tête comme ça. Donc, enfin, de différentes manières. Et donc, il va provenir de la moelle spinale. Et il remonte par le foramen magnum de l'occiput. Donc ça, vous le verrez en anatomie tête et cou. Et pour finir, on a le nerf 12, l'hypoglosse, qui est moteur, somitique, et qui apparaît au niveau du sillon collatéral ventral du bulbe. Et celui-ci, c'est le nerf moteur de la langue. Donc voilà pour ce tableau. Vous verrez qu'avec le temps, ça rentrera tout seul, que ça relie quand même beaucoup de cours avec l'anatomie tête et cou notamment. Donc ça va vraiment vous aider de bien les connaître. Et puis je vous sortirai une fiche récap pour réussir à bien apprendre avec plein de mémos. Donc là, je peux vous expliquer rapidement quand même quelques-uns. Donc, par exemple, vous pouvez sur une feuille écrire tous les chiffres dans l'ordre et ensuite vous allez écrire ce qui correspond grâce à cette phrase. Donc vous allez apprendre cette phrase par cœur et la première lettre de chaque mot correspond à la première lettre d'un air. Donc le O, ça correspond à olfactif. Le Oscar, le O de Oscar, ça correspond à optique. Ensuite, OQ pour oculomoteur, TRO pour trochléaire, triste pour trijumeau, A pour abducens, F pour facial, vachement pour vestibulo-cochléaire, Gloussé pour glossopharyngien, Valérie pour vague, A pour accessoire et hippodrome pour hypoglosse. Donc là, vous marquez les chiffres, ça dans l'ordre. Donc déjà, vous savez à quel numéro correspond chaque nerf. Ensuite, vous apprenez cette phrase. Et là, pareil, le début, la première lettre de chaque mot, ça correspond soit à sensoriel pour le S, à moteur pour le M, ou au 2 pour le D. Donc c'est des nerfs mixtes. Donc là, pareil, vous voyez que le premier, il est sensoriel, le deuxième aussi, et vous faites ça comme ça dans l'ordre. Donc là, vous avez déjà vos 3 premières colonnes ici. Et ensuite, pour cette colonne, moi je faisais comme la tutrice de l'année dernière. Donc en fait, j'avais appris une petite phrase en mode T pour télencéphale, D pour diencéphale. J'avais fait T, D, S1, S2, 3, 4, S2, S3, 4, 6, S. Et j'avais fait comme ça. Donc T, D, S2, S. J'ai raconté n'importe quoi. C'est T, D, S. T, D, S, S1, S2, S3, 4, 6, S. Voilà. Donc ça, je vous l'écrirai bien dans une fiche spécialement pour ça. Et après, ici, bah, c'est assez logique. Vous verrez dans les différents cours que ça va se regrouper et vous allez finir par bien les connaître. Vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va voir l'organisation générale du système nerveux avec 3 étages. Donc on a l'étage segmentaire. Cet étage segmentaire, il se situe au niveau de la moelle spinale, donc à chaque étage de myélomère, et au niveau du tronc cérébral, donc au-dessus de la moelle spinale, à l'étage des noyaux des nerfs crâniens, au niveau du plancher V4. Donc vous vous souvenez, le plancher V4 qui est aussi appelé la fosse rhomboïde. Et donc ça va être
l'étage des réflexes. Donc l'étage segmentaire au niveau de la moelle spinale, au niveau des myélomères, au niveau du tronc cérébral, avec les noyaux des nerfs crâniens au niveau du plancher V4. Et c'est l'étage des réflexes. Attention, parce que là, l'étage intersegmentaire, il va être l'étage de la diffusion des réflexes. C'est pas la même chose. Donc, l'étage intersegmentaire, il va se situer au-dessus de l'étage segmentaire. Et donc, il est dû à des fibres d'association qui se réunissent entre elles. Donc, en fait, elles vont réunir entre elles les différents myélomères. Et il est également dû à des faisceaux d'association qui vont réunir ensemble les noyaux des nerfs crâniens. Donc ça, c'est la diffusion des réflexes. La diffusion des réflexes, elle va se faire grâce à ces fibres d'association et faisceaux d'association qui vont réunir donc, les différents myélomères et les différents nerfs crâniens. Et ensuite, on a l'étage suprasegmentaire. Donc cet étage suprasegmentaire ici se situe au-dessus des autres étages, au niveau du cerveau et du cervelet. Donc le cerveau, c'est le plus élevé, et le cervelet, c'est la tour de contrôle involontaire de l'organisme. Donc il va permettre les actions homolatérales et involontaires. Donc homolatéral, c'est ce qui reste du même côté. Vous le verrez juste après quand on fera les voies motrices et sensitives. Et donc les renseignements, ils vont avoir un trajet ascendant, donc qui monte. Ils sont contrôlés par la boucle de contrôle du cervelet. Donc on va justement le voir juste après euh, avec les voies motrices et sensitives. Donc au niveau du cerveau, on a des aires effectrices qui sont émergents, qui ont une émergence à la conscience. Elles peuvent être sensitives ou motrices. Et on a des aires muettes pour lesquelles il n'y a pas d'émergence à la conscience. On a quelques aires à retenir. Donc vous vous souvenez qu'on avait fait les différents lobes du cerveau. Et donc au niveau des lobes du cerveau, on va avoir des aires. Donc ici, on va avoir le gyrus précentral en rouge. Il se situe en avant de la fissure centrale et c'est d'ici que part la motricité volontaire. Elle est appelée la voie pyramidale car elle part de la grande cellule pyramidale de Betz. Voilà. Et ici, on a le gyrus post-central en bleu. Il est en arrière de la fissure centrale et c'est là où arrivent toutes les sensibilités cutanées. Ensuite, ici, donc au niveau du lobe occipital, on a l'aire visuelle. Au niveau du lobe temporal, on a l'aire auditive et on a ici l'aire olfactive en jaune qui est dans la partie médiale des hémisphères et qui est très petite, ça fait la taille d'un ongle. Donc en fait, ici, ce schéma, c'est l'intérieur du cerveau. Comme la dernière fois, si on coupe en deux là et qu'on regarde à l'intérieur, eh bien, ici c'est le cas, et donc on retrouve les aires olfactives. Ensuite, il y a le quadrilatère de Pierre-Marie, qui se trouve sur le côté dominant et qui est formé de plusieurs gyrus ou aires. Donc par exemple, il est formé par l'aire de la parole, juste ici, qui est aussi appelée l'aire de Broca. Cette aire de la parole, elle se situe au pied du gyrus précentral, en regard de la représentation de la bouche sur l'homonculus de Penfield. Donc ça, on le verra juste après, l'homonculus. Ensuite, il y a l'aire de l'écriture, ici, qui est également en avant du gyrus précentral, au-dessus de l'aire de la parole, et qui est en regard de la représentation de la main sur l'homonculus de Penfield. Ensuite, on a l'aire de l'audition, ici, l'audition, les sons, qui se situent au niveau du lobe temporal, et ici, l'aire de la lecture, au niveau du lobe occipital. Et donc ça forme le quadrilatère de Pierre-Marie. Ensuite, au niveau, on va aborder vite fait les pathologies. Donc en fait, si on a une lésion de l'aire de la parole ici, on va avoir un sujet qui n'arrive pas à parler. C'est ce qu'on appelle une aphasie de Broca, puisque l'aire de la parole est aussi appelée aire de Broca. Ensuite, si on a une lésion de l'aire de l'écriture, juste ici,
le sujet ne va pas réussir à écrire. Mais par contre, il peut parler parce que c'est pas la même aire. Il peut entendre les sons et il peut lire, mais il va être incapable d'écrire. Et donc, c'est le même principe pour toutes les aires, pour les lésions de chaque aire. Alors maintenant, on va voir les voix sensitives. Donc, au niveau des voix sensitives, on a un effecteur. Donc, un effecteur, c'est en général au niveau de la peau. C'est une fibre qui va ensuite emprunter le nerf spinal, ici. Donc, en fait, si vous touchez votre peau, vous avez des effecteurs qui vont envoyer ensuite l'information jusqu'à votre cerveau. Donc, cette information, elle va suivre ce chemin, elle va passer par le nerf spinal et elle va arriver ici, au niveau du protoneurone. Donc le protoneurone, il se situe toujours au niveau d'un ganglion. Donc ce ganglion, ça peut être le ganglion spinal de la racine postérieure de la moelle, ici, ou ça peut être un ganglion d'un nerf crânien. Donc par exemple, le ganglion trigéminé pour le nerf 5. Donc au niveau plutôt du plancher V4. Ensuite, cette information, elle va jusqu'à un deuxième neurone. Ce deuxième neurone, qui est aussi appelé deutoneurone, il se situe toujours au niveau du système nerveux central. Donc avant le protoneurone, il était au niveau du système nerveux périphérique. Ici, le deutoneurone, il est au niveau du système nerveux central. Il est soit au niveau de la corne postérieure de la moelle, donc ici. Vous vous souvenez, quand on avait décrit le système nerveux central, il y avait les cornes antérieures qui étaient motrices et les cornes postérieures qui étaient sensitives. Donc c'est logique que pour la voix sensitive, le deutoneurone se trouve au niveau de la corne postérieure. Donc soit au niveau de la corne postérieure, soit ici, au niveau d'un noyau dans le bulbe. Ensuite, ce corps cellulaire du deutoneurone, il faut retenir qu'il y a toujours une décussation après. Donc, une décussation, ça veut dire qu'il passe de l'autre côté et qu'ensuite il a un trajet ascendant jusqu'au thalamus. Donc ici, on a une décussation puisque ça passe de l'autre côté, là aussi. Donc après le deutoneurone, il y a toujours une décussation. Et ensuite, on a un trajet ascendant, donc qui monte jusqu'au thalamus. Le troisième neurone, il se trouve ici, dans le thalamus contralatéral, puisqu'il y a eu une décussation. Et ensuite, on a la projection ici, au niveau du gyrus post-central. Vous vous souvenez bien, le gyrus post-central, c'est celui qui s'occupe qui reçoit ou arrive les voix sensitives. On ne confond pas avec le gyrus précentral. Alors, comme je vous en ai parlé, je vous ai parlé vite fait tout à l'heure de l'homonculus de Benfield. Et bien là, on a un homonculus de la sensibilité. Donc, il faut faire attention, il y a un homonculus de la motricité et un autre de la sensibilité. Donc là, ça c'est moi, c'est une image que je vous ai mis pour illustrer, mais elle n'est pas à apprendre parce qu'elle n'est pas dans le cours. Donc, on peut mettre en place sur le cortex, donc ici, l'homonculus de la sensibilité, sur lequel la représentation des surfaces cutanées, donc ici, de l'homonculus, elle n'est pas en fonction de l'importance de la surface corporelle, mais elle est en fonction de la sensibilité du tact. Donc en fait, plus on va être sensible au niveau de notre tact, plus l'homonculus, ici, la surface corporelle, va être représentée en grand. Donc, les éléments cutanés qui auront une représentation importante, c'est parce qu'ils ont un tact qui est très fin. Alors que ceux qui ont une représentation plus réduite, ici par exemple, c'est parce qu'on a un tact qui est grossier. Donc en fait, c'est en fonction de la sensibilité. Ici, vous voyez bien qu'au niveau de la main, on a une représentation qui est très importante parce qu'elle est très sensible, malgré le fait qu'elle ne soit pas très grande par rapport à notre jambe, par exemple. Vous voyez bien qu'ici, la jambe est représentée en moins grand, mais parce qu'elle est moins sensible que notre main. Maintenant, on va voir les voies motrices. Donc, on a les voies de la motricité involontaire et les voies de la motricité volontaire.
Donc les voies de la motricité involontaire, ce sont les voies extrapyramidales qu'on va commencer par voir. Et ensuite, on a les voies de la motricité volontaire, ce sont des voies pyramidales. Donc les voies extrapyramidales, on dit qu'elles sont extrapyramidales parce qu'elles ne partent pas de la grande cellule pyramidale de Betz. Elles ne partent pas du gyrus précentral, donc on ne peut pas l'appeler pyramidale. Elle est extrapyramidale. Elle fait intervenir une origine corticale, à ce niveau-là, des noyaux centraux, avec le noyau caudé et le noyau lenticulaire. Elle fait intervenir le locus de Niger, ici dans le mésencéphale. Vous voyez bien les deux pieds du mésencéphale et ici le tronc cérébral. Une boucle de contrôle cérébelleuse, ici, avec ici le cervelet. Et ensuite, ici, on a une voie ascendante, donc qui monte, médulaire, qui la rejoint. Donc l'ensemble de ces voies pyramidales se termine au niveau du motoneurone alpha. Ce motoneurone alpha, c'est la voie terminale commune. Donc pourquoi on l'appelle voie terminale commune? Eh bien, terminale parce qu'on a les voies motrices qui s'y terminent, et commune car ce motoneurone alpha, il est commun aux voies extrapyramidales et aux voies pyramidales. Donc, le motoneurone alpha, c'est la voie terminale commune. On peut aborder une pathologie sur cette voie motrice extrapyramidale, notamment le syndrome de Parkinson. C'est lorsqu'on a une lésion des voies extrapyramidales par atteinte du locus de Niger principalement, donc à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on va voir les voies motrices principales pyramidales. Donc la voie motrice principale, c'est la voie pyramidale. Elle est volontaire et elle est bineuronale. Elle a pour origine la grande cellule pyramidale de Betz au niveau du gyrus précentral. C'est le gyrus de la motricité, c'est de là que partent les voies motrices. Et cette voie motrice principale pyramidale, elle possède deux faisceaux. Un faisceau corticonucléaire et un faisceau corticospinal. Donc, on va commencer avec le faisceau corticonucléaire qui est représenté en orange sur le schéma. Alors, il véhicule la motricité du segment céphalique, ici. Il a un trajet descendant. Il passe par le centre ovale. Donc ici, le centre ovale. La capsule interne, donc vous vous souvenez qu'ici on avait la capsule extrême, externe et interne dans le cours sur le système nerveux central. Donc il passe par le centre ovale, la capsule interne, le pied du mésencéphale, ici. Puis il décusse au niveau du tronc cérébral. Donc il décusse, il passe de l'autre côté. Il se termine sur la première et deuxième colonne motrice des noyaux moteurs des nerfs crâniens contralatéraux. Donc vous vous souvenez, au niveau du plancher du V4, au niveau des schémas, on avait les premières colonnes qui étaient motrices. Donc là, il se termine au niveau des premières et deuxièmes colonnes motrices. Et ensuite, on a un faisceau corticospinal, qui est le faisceau en rouge, et qui véhicule la motricité des membres et du tronc, ici. Le trajet est descendant, il passe par le centre ovale, la capsule interne, le pied du mésencéphale, le pont, le bulbe, et il décusse au niveau des décussations des pyramides. Vous vous souvenez, au niveau du tronc cérébral, sur le schéma, on avait la décussation des pyramides pour 98% des fibres. Et ensuite, il emprunte le cordon latéral de la moelle et il se termine au niveau des noyaux moteurs de la corne antérieure de la moelle. Donc vous vous souvenez, au niveau de la moelle, en antérieur c'était moteur, en postérieur c'était sensitif. Donc au niveau des pathos, on peut avoir différentes pathologies. On va avoir des pathologies de la voie motrice principale. Donc si on a une lésion du cortex au niveau du centre ovale, ici, on va avoir une hémiplégie croisée, car on est au-dessus de la décussation. Et donc en fait, ça va être une hémiplégie de ce côté-là, alors qu'on va avoir une atteinte ici. Et elle va être partielle, car il est rare que tout le cortex ou le centre ovale soit atteint.
Ensuite, on va avoir une lésion de la capsule interne. Ça va faire une hémiplégie contralatérale, ici, parce qu'on est toujours au-dessus de la décussation, mais elle va être massive, car les fibres ici, au niveau de la capsule interne, elles sont regroupées. Et au niveau de la moelle horizontale, on peut avoir une tétraplégie si la lésion elle est au-dessus du plexus brachial, une paraplégie si la lésion elle est au-dessous du plexus brachial, et une mort par asphyxie si la lésion elle est située au-dessus de la cervicale C5, au-dessus du nerf phrénique. On peut avoir une lésion de l'hémimoelle, ça peut donner une hémiplégie médulaire de Brown-Séquard, qui est très rare, et ça va faire une hémiplégie motrice. Donc en fait ici, homolatérale, puisque la lésion elle va se faire là. Et on peut à nouveau parler de l'homonculus de Penfield. Donc ici il est dessiné, et c'est l'homonculus de la motricité. C'est pas la même chose que l'homonculus de la sensibilité. Donc là, il va être fait en fonction de la finesse du mouvement et pas en fonction de la force que les muscles ont. Donc en bas, on voit que la partie céphalique avec la tête, puis le membre supérieur, puis le membre inférieur. Donc ici, on va avoir une finesse du mouvement plus précise et donc ça va être dessiné en plus grand. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce cours. Donc, il était quand même plus court que le cours sur le système nerveux central. Vous verrez que la fiche est également beaucoup plus courte. C'est parce que là, j'ai bien pris le temps de vous expliquer tous les nerfs. Apprenez-les bien dès le début, comme ça, ben, ce sera fait. En plus, ça va vraiment vous aider pour tous les cours. Et c'est vraiment une partie qui tombe. Donc voilà. Et c'était ma dernière vidéo pour cette petite rentrée. Donc j'espère qu'elles vous ont plu, que ça vous a aidé et que mes fiches vous aideront. Et sinon, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le forum ou en présentiel pour le dernier cours de cette TTR.